cet empire était l'un des empires les plus puissants que l'Afrique ait connu. On considère que Mansa Moussa est l'homme le plus riche ayant vécu sur Terre, quelle que soit l'époque à laquelle il a vécu. L'islam était la religion de l'élite et l'animisme était la religion du peuple. Le cours de l'or aurait baissé pendant presque 10 ans sur les marchés du Caire en raison de ce voyage de Kaka Moussa. On peut dire que c'est l'apogée de l'empire du Mali. Kaka Moussa est un personnage encore important pour les Maliens à l'heure actuelle. Bonjour et bienvenue dans Mémoire d'éléphant, le podcast qui raconte l'histoire de l'Afrique avant la colonisation. Je suis Régis Abiola et je suis toujours en compagnie de Brice Boussari, historien franco-béninois. Aujourd'hui, cap vers le Sahel, parce qu'on va parler de l'Empire du Mali, un des plus grands royaumes du continent africain, et on va s'intéresser en particulier à l'histoire de Mansa Moussa, l'un de ses souverains, considéré comme l'un des hommes les plus riches de l'histoire et connu dans toute la Méditerranée pour son fastueux pèlerinage à la Mecque. Mais avant de parler de l'histoire de Mansa Moussa, est-ce que tu peux revenir sur les origines de l'Empire du Mali et nous dire un petit peu à quel territoire actuel il correspond ? Alors, l'Empire du Mali, tel que les historiens en tout cas le connaissent, eh bien, il s'étendait dans ce qu'on appelle le Sahel actuel. Il avait une superficie d'à peu près 1 million de kilomètres carrés et correspondait à peu près au territoire qui va du Sénégal actuel jusqu'au Tchad et était l'un des royaumes en tout cas les plus puissants d'Afrique à cette époque-là. Alors, on peut dire que l'histoire de l'Empire du Mali commence au XIIIe siècle par un personnage un peu fabuleux qu'on appelle Soundiata Keïta. Et Soundiata Keïta aurait donc créé cet Empire du Mali après sa victoire sur Soumaoro Kanté, qu'on appelait aussi Soumanguru Kanté, et à la bataille de Kirina en 1235. On dit que lors de cette bataille contre Soumanguru Kanté, il aurait utilisé donc comme arme principale une flèche avec un ergot de coq, parce que c'était la seule arme qui était capable de vaincre Soumanguru Kanté. Et cela lui avait été confié par une prêtresse qui était au courant en tout cas des secrets de Soumanguru Kanté. Voilà, donc cet empire effectivement a duré à peu près du XIIIe au XVIe siècle, au XVe au XVIe siècle. Et donc cet empire était l'un des empires les plus puissants que l'Afrique a connu. On peut dire que cet empire du Mali, son histoire actuellement est remise en question par les recherches beaucoup plus récentes et qu'on n'est plus tout à fait sûr qu'il avait à peu près cette extension ni la succession de ces empereurs qui ont pu régner sur cet empire. Ouais, c'est ça, parce que il y a notamment sa capitale, Niani, qui n'a pas vraiment été découverte. En tout cas, il y a des controverses chez les archéologues. Et on estime quand même que c'était un empire très vaste qui englobait du coup une partie des actuels Mali, Sénégal, Gambie, les deux Guinées, donc Guinée et Guinée-Bissau, Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Mauritanie. Donc c'est quand même très très étendu. C'est un empire très étendu, effectivement. À l'heure actuelle, les recherches pour retrouver, disons, la capitale de l'Empire du Mali, Niani, n'ont pas abouti. En tout cas, les historiens ne sont plus certains du tout que Niani était la réelle capitale de l'Empire du Mali, que c'était peut-être d'autres villes qui étaient la capitale, mais ils n'ont pas réussi, en tout cas pour le moment, à trouver à quel endroit elle était située. Mais une chose dont on est certain, c'est que cet empire était très vaste et que il avait, en tout cas que ces empereurs, qui étaient souvent musulmans, ont fait, certains d'entre eux, le pèlerinage à la Mecque pour se faire connaître de l'ensemble du monde musulman. C'est une bonne transition, parce que j'allais te demander justement quelle religion on retrouvait au sein de cet empire et comment est-ce qu'elle cohabitait. Alors, la religion de la population était l'animisme. Majoritairement, la population était animiste, parce qu'on considérait que l'animisme était la religion, en tout cas, la plus importante pour les populations locales. Mais les empereurs, eux, étaient musulmans. Et les empereurs musulmans étaient en relation avec les populations arabo-berbères ou arabes qui étaient situées donc plus au nord, dans la région de l'actuelle Afrique du Nord. Alors, pourquoi est-ce que l'animisme était important ? Parce que la plupart des populations de l'Empire du Mali croyaient que les forces de la nature qui résidaient donc dans les rivières, dans les lacs, étaient
les forces qui étaient les plus importantes, qui étaient vénérées par la population. Alors que les empereurs et la cour étaient, elles, plutôt de confession musulmane. L'islam, c'était plutôt la religion de l'élite, quoi. L'islam était la religion de l'élite et l'animisme était la religion du peuple, du bas peuple, comme on peut dire. Alors, comment il était organisé cet empire et de quoi est-ce qu'il vivait ? Alors, c'était un empire qui vivait essentiellement de l'agriculture, dans la mesure où les produits de la terre, essentiellement donc le sorgho, le mil, le riz, étaient cultivés. Cet empire vivait aussi beaucoup du commerce transsaharien. Les esclaves, l'or, le sel étaient échangés par les habitants du Mali contre les produits venant d'Afrique du Nord, essentiellement les étoffes, les parfums, l'encens, qui étaient, disons, diffusés au sein de l'Empire du Mali. Donc, c'était un empire qui vivait à la fois de l'agriculture et du commerce. Donc c'était un empire qui était très riche, du coup, du fait de ses ressources en or. L'empire était très riche dans la mesure où l'empereur du Mali, lui-même, n'exploitait pas les mines d'or, mais il possédait, disons, sur son territoire, dans le Bambouk et le Bouré, c'est-à-dire à la limite de la région forestière, eh bien, des mines d'or qui étaient assez réputées. Et il prélevait donc sur les mineurs un impôt en nature qui était très important. Et cet impôt en nature permettait, disons, à l'empereur du Mali d'être l'un des hommes les plus riches du monde. Et du coup, dans ce contexte-là, qui est Mansa Moussa et à quel moment intervient son règne ? Mansa Moussa a commencé à régner, d'après ce que l'on sait, vers 1312. Il a succédé à son père, Aboubakar II, qui lui, d'après ce que disent les traditionnistes, aurait essayé donc de traverser la mer, l'océan Atlantique, pour aller donc en Amérique et ne serait jamais revenu. Et donc c'est à la suite de ce voyage qui n'aurait pas abouti et où Aboubakar II aurait disparu que Mansa Moussa serait monté sur le trône. Voilà. Et Mansa Moussa est surtout connu pour son pèlerinage à la Mecque, qui a eu lieu vers 1324-1325, puisqu'il a duré donc plusieurs mois. Et il aurait donc, disons, dépensé tellement d'argent pendant ce pèlerinage à la Mecque que, eh bien, il était connu à l'époque où il a vécu comme l'un des hommes les plus riches du monde. Ouais, parce qu'on considère qu'il possédait environ plus de 50% de l'or du monde. Ouais, voilà, c'est ce que disaient les gens. En tout cas, à l'heure actuelle, effectivement, si on fait une recherche donc, sur Wikipédia ou bien avec l'intelligence artificielle, eh bien, on considère que Mansa Moussa est l'homme le plus riche ayant vécu sur Terre, quelle que soit l'époque à laquelle il a vécu. Et du coup, avec ce poids économique, comment se déroule son pèlerinage et à quoi ressemble son cortège ? Alors, c'est un pèlerinage qui a traversé donc le Sahara pour aller vers la Mecque. Ce trajet est remis en question à l'heure actuelle. On considère que dans la description qu'en donnent les gens qui ont vécu à cette époque-là, ou qui ont été, disons, qui par la suite ont été au Mali, eh bien, on dit que le pèlerinage aurait suivi une route qui passait donc par le Maroc et qui, par l'Algérie, serait arrivé donc jusqu'au Caire, à partir duquel on pouvait donc aller facilement à la Mecque. Eh bien, il y a un chercheur actuel qui s'appelle donc François-Régis Fauvel, qui remet en question ce trajet parce qu'il considère que ce n'est pas la route la plus directe pour aller donc vers la Mecque et que Kanka Moussa serait passé par Gao et par Tombouctou et aurait donc traversé le Sahara en allant du côté de la Libye, qui est le chemin le plus rapide pour aller vers la Mecque. Voilà. Alors donc, pendant son séjour à la Mecque, Kanka Moussa a été très bien reçu donc par le roi d'Égypte qui vivait à l'époque, et il aurait donc été dépensé tellement d'or pendant son séjour que le cours de l'or aurait baissé de manière considérable sur la place du Caire.
Mais il paraît même qu'il a tellement dépensé d'argent que la ville du Caire a mis l'Égypte aurait même mis plusieurs années à se remettre de son Alors, passage économiquement. d'après ce que disent les gens qui ont raconté, en tout cas, ce pèlerinage, eh bien, le cours de l'or aurait baissé pendant presque 10 ans sur les marchés du Caire en raison de ce voyage de Kaka Moussa, parce qu'il aurait dépensé tellement d'or que le cours de l'or aurait baissé. Et pendant son pèlerinage, à quoi ressemble son cortège ? Alors, son cortège avait l'air, en tout cas, d'avoir été un cortège considérable. On pense qu'il y avait entre 10 000 et 60 000 personnes qui ont constitué le cortège que Kaka Moussa a eu avec lui pour aller vers le Caire. Alors, c'était un cortège extraordinaire. Il était accompagné donc de docteurs, de griots, de princes, hein, et il se rappelait la mésaventure qu'avait eu son prédécesseur, un des empereurs qui l'avait précédé, qui était Sakura, qui avait été donc assassiné. Donc il s'était entouré, disons, du maximum de précautions pour éviter que le même sort ne lui arrive. Et ce cortège, eh bien, on en parle dans un ouvrage qu'on appelle le Tariq al-Soudan, qui disait entre autres que le prince avait avec lui un cortège considérable et des forces considérables, car le nombre de ces hommes s'élevait à environ 60 000. Toutes les fois qu'il montait à cheval, il était précédé de 500 esclaves, tenant chacun à la main une baguette d'or d'un poids de 500 mitkals. 500 mitkals, ça représente à peu près 2 kg 250 grammes. Ouais, donc c'était vraiment une belle somme, quoi. Une belle somme. Et en fait, après son séjour à la Mecque, il subit plusieurs épreuves sur le chemin du retour. Est-ce que tu peux nous raconter ça ? Alors, on connaît bien le voyage de Kaka Moussa à la Mecque par un voyageur qui s'appelle donc Al-Omari, qui dit que pendant son séjour à la Mecque, qu'il aurait raté le Ma'al, qui est donc la caravane qui permet aux gens d'aller et de revenir de la Mecque. Et donc, il serait revenu avec son escorte à lui-même. Et pendant son retour, il aurait donc connu une sorte de catastrophe. C'est-à-dire que des habitants de cette région-là auraient entouré son cortège. Il l'aurait dépouillé de tous ses biens, des biens considérables qu'il avait. Et que s'il a pu revenir à la Mecque, il a dû pour cela manger, disons, un poisson et qui lui aurait permis, disons, de revenir donc sain et sauf à la Mecque. Mais il est passé à côté d'une catastrophe pendant son retour de la Mecque au Caire. Il aurait été dépouillé par les Bédouins. Il aurait été dépouillé par les Bédouins. Il s'en serait quand même sorti. Il s'en serait sorti en mangeant, disons, de la chair d'un poisson. Et peut-être qu'on peut imaginer que c'est aussi un peu un mythe qui a été raconté pour justifier un peu sa légitimité, du fait aussi que la population du royaume du Mali était plutôt animiste, et donc ça ressemble peut-être plus à leur croyance aussi. On pourrait effectivement penser que, disons que le fait d'avoir fait le pèlerinage, d'avoir réussi le pèlerinage, le renforçait, disons, son prestige auprès de la population malienne, dans la mesure où il aurait surmonté l'épreuve, alors que son prédécesseur, lui, aurait échoué dans le voyage qu'il a entrepris donc pour aller en Amérique et en revenir. Est-ce qu'il y a d'autres épreuves qu'il subit pendant son parcours ? Alors, pendant son séjour à la Mecque, Al-Omari nous dit que les habitants de la Mecque se sont comportés, disons, de manière assez, ils ont profité, disons, de sa libéralité. Qu'il n'y a pas un seul officier, un seul personnage important qui n'ait profité de ces jours de Kaka Moussa pour s'enrichir. Et il aurait été dépouillé d'une partie de sa richesse par le comportement, par les agissements des habitants du Caire. À tel point qu'il a été obligé donc de faire appel, d'emprunter de l'argent auprès d'un commerçant riche du Caire pour pouvoir revenir donc au Mali. Et ce commerçant donc est venu avec lui jusqu'au Mali pour se faire rembourser de la somme qu'il avait prêtée donc à Kaka Moussa. Comme quoi les touristes, c'est toujours des bonnes victimes pour se faire arnaquer, quoi. On peut dire ça ici. Et du coup, après ce fastueux pèlerinage, comment est-ce qu'il est reçu à son retour au Mali ?
Alors, au retour dans le Mali, eh bien, il passe donc par la ville de Tombouctou. Et dans la ville de Tombouctou, il reconstruit donc la mosquée de Tombouctou, qu'on appelle la mosquée Dienguerber. Et il fait construire aussi un bâtiment qu'on appelle le Madougou, parce qu'il est revenu avec un architecte qui était originaire donc d'Espagne, qui est venu avec lui. Et à Tombouctou, il a reçu, disons, de la part du chef traditionnel de Tombouctou, 2 de ses enfants pour rester avec lui un peu comme otage. Parce que la tradition en Afrique est que quand on donne sa parole et qu'on n'est pas peut-être sûr de la tenir, ou que la personne à qui on donne sa parole a des doutes sur le fait qu'on tienne parole, eh bien, on peut donner ses enfants en otage et ses enfants C'est comme une restent caution, quoi. comme une caution. Voilà. Et donc, 2 des fils du roi de Tombouctou qui s'appelait Dia Assiboy sont restés donc en otage avec lui, sont revenus avec lui. Et on pense que Kanka Moussa n'est revenu donc dans sa capitale Niani que en janvier 1325. Voilà. Mais cet événement, ce retour a été considérablement fêté par les habitants qui ont vu donc dans son retour effectivement un événement très important de l'histoire du royaume du Mali. Ouais, il y a aussi, alors c'est à vérifier, mais il y a l'université Sankoré aussi qui aurait été construite sous son règne ou un peu avant, mais qui était aussi un centre du coup dédié aux études islamiques. Alors, l'université de Sankoré, effectivement, elle est très connue, mais je n'ai pas trouvé disons, de certitude qu'elle a été construite par Kanka Moussa. Peut-être qu'elle avait été construite avant et qu'il l'a rénovée, mais en tout cas, je n'ai pas la certitude que l'université a été vraiment construite par lui ou qu'elle a été construite à son retour du pèlerinage à la Mecque. Mais elle est très prestigieuse, cette université. Elle est connue pour avoir de nombreux écrits, des livres écrits en arabe ou même en peul, mais qui sont donc utilisant des caractères arabes et conservés dans cette université. Du coup, après son retour, c'est quoi les conséquences pour l'Empire du Mali, les conséquences de ce pèlerinage? Alors, les conséquences, c'est d'abord une meilleure connaissance de la part de l'Afrique du Nord, du pays du Mali, hein, d'une part, et de l'autre côté, c'est une meilleure connaissance de la part des habitants du Mali, de l'Afrique du Nord. Et on sait que ce voyage a été l'entrée incontestable du Mali sur la scène internationale, puisque c'est surtout après l'arrivée de Kanka Moussa en Afrique du Nord et son pèlerinage à la Mecque que son image s'est diffusée dans tout le Moyen-Âge et dans tout le bassin méditerranéen. Et aussi, on sait que à partir de ce voyage à la Mecque et de ce pèlerinage, eh bien, de nombreuses caravanes, tous les ans, sont parties du Mali vers l'Afrique du Nord et inversement de l'Afrique du Nord vers le Mali, et que les deux régions ont été en contact, en relation pendant très très longtemps, et en essayant de faire connaître à la fois d'un côté comme de l'autre les productions du Mali comme les productions d'Afrique du Nord. Tu as mentionné qu'il revenait aussi de son périple avec un architecte. Oui. Qu'est-ce qu'il a pu apporter? Alors, cet architecte s'appelait donc S. Saeli. Il est originaire de Grenade. Et il est probable que Kanka Moussa l'a rencontré au Caire et il a fait revenir avec lui pour que les techniques utilisées donc en architecture en Afrique, au Mali, soient peut-être vues par quelqu'un qui s'y connaissait mieux dans les techniques architecturales et que celui-ci permette la réfection des monuments les plus importants de l'Empire du Mali, en particulier donc à Tombouctou. Du coup, on peut dire que son règne il correspond à l'âge d'or de l'Empire du Mali. Tout à fait, tout à fait. Le règne de Kanka Moussa, on peut dire que c'est l'apogée de l'Empire du Mali, parce qu'aucun autre empereur n'a eu ce prestige, n'a permis de connaître de manière aussi importante l'histoire de l'Empire du Mali, en dehors de l'Afrique. Et je crois que c'est le seul empereur, d'ailleurs, dont on voit une image sur les cartes de
qui ont été publiés en Europe à cette époque-là. D'accord, puisqu'on sait que, par exemple, eh bien, des cartes qui ont été faites donc, en Espagne ont repris l'image de Kanka Moussa, et que Kanka Moussa était connu, en tout cas à cette époque-là, comme étant l'un des hommes les plus riches du monde. Donc je pense que le règne de Kanka Moussa correspond à l'apogée de l'Empire du Mali, à l'âge d'or du Mali. Aucun autre empereur n'aura ce prestige et cette renommée. Et du coup, qu'est-ce qui va causer plus tard la chute de l'Empire du Mali ? Alors, il faut savoir qu'avant l'Empire du Mali, sur à peu près le même espace, il y avait l'Empire du Ghana, qui était un peu plus petit, et que progressivement, cet Empire du Ghana s'est effondré et a été remplacé par l'Empire du Mali. On considère que l'Empire du Mali, lui aussi, va disparaître progressivement, parce que d'abord, la première chose, c'est que les routes caravanières qui menaient du Mali vers l'Afrique du Nord ont changé. Elles ne passent plus de manière régulière par le Maroc vers l'Afrique du Nord. Elles ont changé de direction, elles sont passées plutôt par Tombouctou vers Ghadamès et vers la Libye pour arriver donc au Caire. La seconde cause de la fin de l'Empire du Mali, c'est peut-être la règle de succession au trône. Dans l'Empire du Ghana, par exemple, la succession était matrilinéaire. C'est-à-dire que l'empereur qui régnait était souvent celui qui avait hérité du pouvoir de par son oncle maternel. Parce qu'on considérait que, on n'est peut-être pas sûr que les enfants de l'empereur soient les siens, mais on est sûr que l'oncle de l'empereur est vraiment son oncle, dans la mesure où c'est le frère de la mère. Donc, cette règle de succession matrilinéaire avait été appliquée au Ghana. Elle est aussi prise en partie au Mali, mais pas de manière permanente. C'est-à-dire que parfois, certains empereurs règnent de manière patrilinéaire, parfois c'est de manière matrilinéaire, de par leur mère. Donc, cette manière de se succéder qui n'est pas figée, qui n'est pas codifiée, eh bien, a été peut-être l'une des faiblesses de l'Empire du Mali. Et donc, progressivement, c'est l'Empire de Gao, qui est constitué donc essentiellement par une autre population, donc les Songhai, qui va prendre la place de l'Empire du Mali. Donc cet empire va disparaître progressivement, et l'Empire du Songhai de Gao va prendre la place de l'Empire du Mali. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de Kanka Moussa au Mali ? Alors, moi, je pense que le Mali doit être très fier de Kanka Moussa, en tout cas, puisque, au moins dans l'histoire du Mali, on considère que ce fut à une époque l'un des hommes les plus riches du monde. Et que si même le Mali actuellement est un pays relativement pauvre, mais où l'exploitation de l'or est quand même toujours très importante, puisque le Mali vit toujours de l'exploitation de l'or, eh bien, ça montre effectivement la persistance, en tout cas de l'influence du Mali dans cette partie de l'Afrique. Et ça montre aussi qu'à un moment donné, que le Mali a été l'un des pays les plus puissants au monde et qu'il a eu son âge d'or avec son empereur Kanka Moussa. D'ailleurs, il faut savoir que pour le 50e anniversaire de l'indépendance du Mali, une pièce d'or a été donc frappée par la République du Mali et sur laquelle est indiqué le nom de Kanka Moussa. Voilà, donc effectivement, Kanka Moussa est un personnage encore important pour les Maliens à l'heure actuelle. Eh ben, Brice, merci. Je te remercie. Merci d'avoir suivi cet épisode de Mémoire d'éléphant, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou à vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Sur ce, je vous salue et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!